Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h35, bonjour à toutes et à tous, vous voulez savoir, alors parlons vrai ce matin avec Jean-Philippe Tanguy, qui est député de la Somme, membre du bureau national du Rassemblement National, bonjour. Bonjour Monsieur Bourdin. Merci d'être avec nous. Merci Éric Ciotti vous a rejoint pour une coalition. Ça fait combien de temps que vous négociez avec lui ? Mais écoutez, je crois assez peu. J'ai pas spécialement d'informations. J'ai pas d'informations, je vais pas vous en inventer, c'est pas le genre de la maison. Mais je crois que ça s'est fait assez rapidement. D'ailleurs, ça m'a rappelé les négociations que j'avais faites avec Nicolas Dupont-Aignan en 2017, qui, contrairement à ce qu'avaient dit certains journalistes malveillants, avait aussi été très rapide et très soudaine. Donc vous savez, les choix, l'histoire parfois précipite les choix. Et c'est vrai que le fait que le peuple français ait contraint Monsieur Macron à dissoudre l'Assemblée nationale et donc à remettre en cause son pouvoir et son mandat, une partie de son mandat en tout cas, par leur vote massif pour le Rassemblement national, comme nous leur avions promis, a rebattu les cartes, il faut bien dire, de la politique française. Comme vous l'avez demandé à Emmanuel Macron. Oui, mais c'est le peuple français qui l'a demandé, surtout. C'est très important. Non, mais c'est très important. Vous qui l'aviez demandé avant. Oui, on l'a demandé, mais parce que nous, on s'estime être le voix, les moyens d'une grande partie du peuple français. Vous savez, ça a refermé un cycle électoral. Je sais que c'est un sujet qui est souvent abordé par vos auditeurs, du référendum de 2005, parce qu'en 2005, donc les Français ont voté contre la Constitution européenne, ils n'ont pas été écoutés, ils ont été méprisés par malheureusement les partis de gouvernement, et là ça fait donc 20 ans que le peuple est enfin écouté. C'est-à-dire que quand il prend une décision, le système en place en tire des conséquences, et maintenant c'est aux Français de décider leur avenir. Combien de députés LR acceptent de rejoindre votre coalition ? Et je ne sais pas pour le moment. Vous ne savez pas ? Pour l'instant, 1, 2. Moi, à ma connaissance, deux. Oui. Le président des Jeunes, mais surtout, parce que vous savez, ça paraît politique. Une députée des Alpes-Maritimes aussi. Absolument. C'est ce que ça ouvre pour les électeurs. Et moi, j'ai vu des sondages où les électeurs LR ou sympathisants LR ou qui se reconnaissent dans la droite soutiennent ce mouvement. Or, la politique, c'est inoffensif, c'est un mouvement. Et là, les Français vont devoir choisir un destin entre trois grands blocs. Le bloc, malheureusement, de la NUPES qui s'est reformé avec, j'ai vu, le NPA, même parti qui ne reconnaît même pas la légitimité des élections, qui s'allie avec les socialistes, enfin, comprennent qui pourra, c'est leur problème. Le bloc autour de Monsieur Macron et de ce qu'il fait à la France depuis 7 ans. Et le bloc autour de Jordan Bardella et de Marine Le Pen. Donc il y a de la clarté, il y a de la clarification, et c'est important parce que là les choses sont très très graves. Bien, pas de candidat RN dans la circonscription d'Éric Ciotti, j'imagine. Pas de candidat RN non plus dans la circonscription de Laurent Wauquiez ? Ah bah c'est à Monsieur Wauquiez de décider, mais vu ses déclarations hier, j'imagine... Il y aura un candidat j'imagine que si c'est Monsieur Wauquiez, je ne sais pas s'il est candidat, est-ce que le candidat qui l'a remplacé à ses fonctions, eh bien dans ce cas-là, s'il ne rejoint pas la coalition, évidemment il y aura un candidat RN. Bien, combien de circonscriptions laissées aux partisans d'Éric Ciotti, vous ne savez pas encore ? Non, je ne sais pas. Et alors c'est une méthode de travail que j'ai une fois plus éprouvée moi-même. C'est pas la méthode de négociation et d'alliance de Marine Le Pen. Elle, c'est sur une ligne, sur un programme, et après on voit les personnes qui ont talent pour se présenter. Non, mais vous pouvez mais être imitatif, mais c'est la façon de travailler de Marine Le Pen, et j'en suis le témoin puisque j'ai vécu cette chose. Bon, alors des ministres LR au gouvernement tout de même. Si les Français nous font confiance, mais vous savez, nous on fait les choses dans l'ordre. Il y a des élections, il faut les organiser parce que c'est aussi comment dire, sans doute dans la stratégie de Monsieur Macron, c'est d'essayer de nous déstabiliser. Nous, le Rassemblement national, on était organisé. Il ne s'est pas déstabilisé. Il y avait eu des règles à observer entre 20 et 40 jours après une dissolution, et il y a les Jeux Olympiques. Donc il était difficile de faire autrement. Oui, il a plutôt choisi 20 jours que 15. Moi, ça ne nous dérange pas. Nous, on est la force pour le faire. Mais nous, on est des démocrates, et vous savez qu'il y a des partis qui sont moins organisés, qui ont moins d'argent, qui auront peut-être des difficultés à se présenter. Il faut aussi penser à eux, parce qu'on peut pas dire on veut la démocratie, on veut la République, et ne penser qu'aux partis les plus puissants. Bien, pas d'accord RN Reconquête à cause d'Éric Zemmour ? Oui, absolument, oui. C'est à cause de lui. Oui, c'est effectivement à cause de Monsieur Zemmour qui est Vous voulez tuer Zemmour politiquement. Je parle. Oui, bien sûr. Mais il s'est tué tout seul par son attitude. Écoutez, il a même réussi à pourrir la campagne de sa propre candidate, Marion Maréchal, en ayant une attitude déplorable pendant toute cette campagne, contredisant sa candidate, disant le contraire de ce qu'elle disait la veille en permanence. Donc Monsieur Zemmour, visiblement, a un problème d'ego complètement démesuré. C'est dommage pour ceux et celles qui lui font confiance depuis des années. J'espère que les électeurs en tireront aussi les conséquences. Conférence de presse d'Emmanuel Macron à 11h. Si vous obtenez la majorité à l'Assemblée nationale, est-ce que vous demanderez sa démission ? Bon,
Non, mais la situation peut-être... Oui ou non? Non, mais je ne crois pas. Enfin, je ne vois pas pourquoi on demanderait sa démission à partir du moment où il y a une cohabitation. Nous, on a toujours eu le respect des institutions. Vous savez que la ligne politique de Marine Le Pen a toujours été très claire. Avec le président de la République. Nous respectons les institutions, nous respectons les mandats. Les Français ont élu Emmanuel Macron. Nous ne l'avons jamais remis en cause, et vous le savez. Sa légitimité. Nous avons été... Sa légitimité ne sera pas remise en cause. C'est pas sa légitimité qui sera remise en cause, c'est sa capacité à gouverner, heureusement. Les Français se souviennent peut-être de la cohabitation avec Lionel Jospin, qui lui avait donné de très larges pouvoirs et une capacité de changer profondément, de mon point de vue en mal, la société française, notamment l'économie française, et donc nous pourrons appliquer une large partie de notre programme. Mais je vous dis la vérité, vous le savez, la cohabitation ne laisse pas tous les pouvoirs aussi à un gouvernement. Le président garde des prérogatives et nous serons respectueux de ses choix. Nous, on respecte le choix des Français. Ils ont choisi Emmanuel Macron. Par contre, si M. Macron considère qu'il n'a plus les capacités ou la légitimité pour gouverner, c'est son choix. C'est son choix, absolument, comme c'était son choix de dissoudre en écoutant enfin ce que les Français lui avaient dit. Bien, vous voulez gouverner, soyons concrets et précis, parce que c'est ce qui compte, Jean-Philippe Tanguy, c'est ce qu'attendent les Français. Toutes les leçons de morale, toutes les leçons ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est le concret et le précis. Vous voulez gouverner avec Jordan Bardella, donc Premier ministre, vous-même probable ministre de l'économie et des finances. Nous verrons bien. Nous verrons bien. Probable, je dis. Non, mais déjà, probable, Jean-Philippe Tanguy. Candidat dans la Somme. Bon. Oui, d'accord. Alors, premier écueil, les marchés financiers. Vous avez vu, le taux d'emprunt de la France a fortement augmenté depuis votre victoire et la dissolution, les deux, conjugués. Les créanciers s'inquiètent. Que leur répondez-vous ? Mais nous le répondons. Ils s'inquiètent face à une crise de la dette publique si vous arrivez au pouvoir. Oui, alors, excusez-moi, c'est le pompier pyromane, parce que c'est une déclaration, entre guillemets, de Bruno Le Maire. Mais aussi le Maire, des agences de notation, pardon. Il n'y a pas que Bruno Le Maire. Sans doute. Écoutez, on leur réglera. Je vais vous expliquer ce qu'on en pense des agences de notation. Monsieur Le Maire, donc, il devrait s'inquiéter de la propre dette qu'il a créée. Je vous rappelle, plus de 1000 milliards de dettes depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Il était aussi ministre de l'UMP, parti qui lui-même avait contribué, malheureusement, à l'endettement de la France. Cela avec un record de prélèvements obligatoires, avec un record du déficit extérieur, avec un record de déficit de la balance des paiements. Donc les marchés financiers feraient mieux de s'inquiéter de la trajectoire des finances de monsieur Macron. Les agences de notation ne font pas la pluie et le beau temps, heureusement. Depuis la crise de 2008 financière, vous savez, où elles s'étaient trompées lourdement sur un certain nombre de choses et ont contribué, en étant jugées parties, à la débâcle financière et aux dérives qui avaient conduit à la crise des subprimes, puis à la crise des dettes souveraines. Je crois qu'elles n'ont plus beaucoup d'autorité. Et d'ailleurs, nous n'avons pas commenté leurs décisions sur le gouvernement français. Nous, on s'inquiète des décisions, des analyses. En attendant, la France emprunte à un taux plus élevé. Mais oui, mais c'est la responsabilité de M. Macron. C'est pas la nôtre. Écoutez, les marchés s'inquiètent parce qu'il y a 3 000 milliards de dettes. Crise politique. Non, mais ils s'inquiètent parce qu'il y a 3 000 milliards de dettes. Donc la réalité, c'est l'héritage de M. Macron. Et cette espèce d'inversion permanente des choses. Hier, M. Attal, sur TF1, a essayé de nous expliquer que nous allions ruiner la France. C'est eux qui ont ruiné la France. Et les Français en ont tiré les conséquences en choisissant une autre voie. Regardons vos décisions si vous arrivez au pouvoir. Vous abrogez la réforme des retraites ou pas? Absolument. Vous l'abrogez? C'est certain. Nous abrogerons la réforme de M. Macron pour deux raisons. Première raison, elle n'est pas économiquement viable. D'ailleurs, le déficit aujourd'hui du système n'a pas changé et même la réforme de M. Macron coûte un peu d'argent. Et en plus, non seulement elle coûte de l'argent, mais elle va en coûter encore plus tard. La réforme de 2008 avait conduit à quoi? Elle avait conduit avec plus de personnes qui souffrent au travail, qui étaient soit en incapacité de travailler, soit dans le régime vers du handicap, soit vers un certain nombre de régimes de comptes sociaux du fait que le travail est difficile. Donc au final, ça avait coûté de l'argent. Nous, on veut une réforme juste et pérenne économiquement. 60 ans pour les carrières longues. Absolument. Et 62 ans pour les Français qui ont commencé leur vie active après 25 ans. Hein, c'est cela. Après 20 ans. Après 20 ans. Après 20 ans. Donc 60 ans pour les carrières longues et 62 ans. Une fois qu'on a les annuités, ce que ne disent jamais nos adversaires. Comment allez-vous faire avec Éric Ciotti qui est favorable à la retraite à 65 ans, lui? Écoutez, c'est le Rassemblement national qui a fait 30%, et donc il va falloir qu'il se plie à cette... C'est la ligne, mais c'est la ligne. Mais c'est pas se plier, mais c'est une décision. Mais pourquoi c'est une décision. Vous ne présentez pas de candidat face à M. Ciotti qui n'a pas du tout sur ce sujet et sur tant d'autres. Non, pas sur tant d'autres sujets. Sur d'autres sujets. Mais M. Bourdin, c'est le sens d'une coalition, si vous voulez. Mais j'ai pas totalement répondu sur la réforme des retraites. Alors répondez, parce qu'après je vais prendre les différences que vous avez avec M. Ciotti. Mais évidemment, c'est le timing. Nous n'allons pas faire la réforme des retraites en
arrivant pendant les JO ou pendant la mise en place du Parlement. Nous allons d'abord faire les deux urgences du pays. L'urgence sur le pouvoir d'achat, la baisse de la facture d'électricité, la baisse des factures énergétiques, des mesures pour faciliter la hausse des salaires, l'urgence migratoire évidemment, l'urgence sécuritaire. Et nous ferons un audit des finances publiques parce qu'aujourd'hui, vous savez que j'ai déjà dit plusieurs fois à votre micro, nous ne savons pas ce qui se passe dans les comptes de l'État. La Cour des comptes dit qu'il faut ouvrir le capot et voir ce qui se passe dedans. Moi, j'avais dit à l'époque qu'il faut ouvrir les placards de Bercy. Nous ne savons pas où en sont les comptes publics et pourquoi les comptes de la nation sont dans un état aussi déplorable de manière structurelle. Bien, donc abrogation de la réforme des retraites. Alors, et Éric Ciotti, puisque nous parlons d'Éric Ciotti, réduction de 100 milliards des dépenses publiques en 5 ans, voilà ce qu'il propose. Vous êtes d'accord ou pas? Mais il faut évidemment faire une réforme structurelle de dépenses publiques, notamment, moi j'ai par exemple proposé de supprimer 2 échelons administratifs, l'échelon administratif de la région, l'échelon administratif des intercommunalités qui sont beaucoup trop grosses. Jordan Bardella entamera une grande revue des normes et de la bureaucratie. Il y a eu un rapport juste avant les européennes qui n'a pas fait beaucoup parler de lui, qui chiffre à 7 milliards d'euros le coût de cette surnormalisation et de cette bureaucratie. Vous avez la contribution de la France à l'Union européenne aussi qui nous paraît excessive. Donc oui, il faut évidemment dégraisser le mammouth. Les Français ne comprennent pas pourquoi ils paient autant d'impôts pour des services publics aussi dégradés. C'est bien que le système ne fonctionne pas. Donc il faut arrêter d'opposer la meilleure maîtrise des finances publiques avec la qualité du service public. On voit bien que ça ne va pas ensemble et que visiblement une mauvaise organisation de l'État et des collectivités locales ou par exemple de l'hôpital public conduit à de la souffrance au travail mais conduit aussi à des mauvais services publics. Réduction du nombre de fonctionnaires, c'est ce que propose Éric Ciotti. Réduction de 250 000 fonctionnaires, les 39 heures au lieu de 35 dans la fonction publique, vous êtes d'accord avec ça? Non, ça ce n'est pas dans le programme du Rassemblement National et M. Ciotti, à ma connaissance, n'a pas demandé que l'on bouge sur ce programme-là. Oui, il n'a pas demandé, enfin c'est son programme. Mais oui, mais M. Bourdin, il y a des élections. Je montre les différences profondes. Ça c'est intéressant ce que vous disiez comme mot. Que vous avez. Non mais il y a des différences. Oui, il y a plus que des différences. Une coalition. Deux politiques à l'opposé l'une de l'autre. Monsieur Bourdin, la démocratie, c'est pas écraser les gens avec qui on n'est pas d'accord. On propose des programmes. Vous dire pour des raisons électorales? Non, c'est pas pour des raisons électorales. Laissez-moi finir ce que je voulais dire. Alors, il y a des élections, les Français estiment un rapport de force, favorisant les programmes des uns ou des autres, et après, vous pouvez vous allier sur des points essentiels sans effacer vos désaccords. Mais les Français arbitrent. Après, il faut travailler ensemble. Quand vous êtes dans une commune, quand vous êtes dans une collectivité territoriale au quotidien, et vous le savez, les maires font des compromis positifs pour vivre au quotidien avec leurs habitants et pas faire du clivage en permanent. Les Français sont fatigués de cette société qui est clivée, de cette société avec beaucoup d'agressivité. Enfin, les Français ont besoin de précision et de clarté. Je vous réponds, et je vous remercie pour vos questions. Je vous réponds avec clarté. Nous n'avons aucune difficulté à répondre avec clarté. Et la réforme de l'assurance chômage? Elle ne sera pas, la réforme de l'assurance chômage telle qui a été présentée par M. Attal sera annulée par nos soins. 5 milliards d'économies, dit l'UNEDIC. Oui, ça on verra parce que c'est pas du tout ce qui a été fait. C'est ce que dit l'UNEDIC. Oui, mais les économies précédentes n'ont pas été réalisées. Effectivement, si vous supprimez tous les droits des chômeurs, ça coûte moins cher. Le régime de l'UNEDIC aujourd'hui, il est bénéficiaire, il n'est pas déficitaire. Donc il n'y a aucune raison d'aller spolier les cotisations, parce que je vous rappelle que l'UNEDIC, c'est pas les impôts, c'est des cotisations des salariés pour un système qui fonctionne. C'est le contraire de ce que dit Éric Ciotti, qui lui est favorable au durcissement des règles de l'assurance chômage. Par contre, ce qu'il faut, c'est appliquer les règles. Aujourd'hui, il y a des gens qui abusent du système et il n'y a pas de lutte contre la fraude. Donc déjà, on va lutter activement contre les fraudeurs, on va faire en sorte que des gens qui ont des qualifications face à des emplois qui sont non pourvus occupent ces emplois. Je vais vous donner un exemple. C'est très bien de dire qu'il faut travailler dans la restauration. Mais nous, pourquoi est-ce qu'on veut prioriser l'accès au HLM pour les Français et les travailleurs? C'est parce que avec 2000 euros ou 2500 euros, vous pouvez pas vivre à Paris avec votre famille. Donc c'est normal d'avoir accès au HLM si vous voulez être serveur ou dans la restauration. Sinon, vous faites 2 heures, 3 heures de trajet par jour. Moi, pour venir vous voir aujourd'hui, j'ai mis 1h30. Alors je suis privilégié puisque j'ai la chance d'avoir un taxi pour venir. Donc il y a des gens qui n'ont pas les privilèges que j'ai et qui passent 2-3 heures dans leur voiture ou dans le transport en commun pour aller travailler avec un salaire pas suffisamment élevé. Donc oui, il y a des mesures d'ensemble. On peut demander aux Français de faire un effort en travaillant dans des secteurs en tension si on leur donne un certain nombre de droits, comme habiter près de leur travail avec des HLM qui doivent leur être réservés. Le prix du gaz, augmentation de 11,7% le 1er juillet. Première mesure, si vous êtes au pouvoir, annulation de cette hausse. On est bien Absolument, d'accord, une annulation de cette hausse, mais au-delà de ça, une réforme du système qui nous a été imposée pour le coup par l'Union européenne. Vous savez que nous n'avons
plus le droit de réglementer les prix, que c'est une concurrence pure et parfaite idéologique. Rétablir un tarif réglementé du gaz. Oui, mais parce qu'on rétablit un service public en fait de l'énergie, Monsieur Bourdin. Nous voulons, ça fonctionnait très bien de la libération aux réformes européennes. Il y avait un service public de l'énergie, il y avait GDF à l'époque pour ceux qui s'en souviennent, et ça fonctionnait très bien. Et à l'époque, la France importait déjà son gaz. Donc vous rétablissez un tarif réglementé du gaz. Absolument. C'est bien cela. Absolument. Bien. Parce que sinon, vous ne pouvez pas changer évidemment le prix. D'autant plus que la hausse. Vous savez pourquoi oui, c'est pour l'entretien. Alors, il dit c'est pour l'entretien des réseaux. Oui. Mais alors là aussi, c'est une façon de voir les choses, une philosophie totalement différente pour notre famille politique. Nous considérons aussi que le prestataire, l'entreprise qui réalise ça, doit aussi faire des efforts. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit pour l'eau courante, pour l'électricité, pour le gaz ou pour les ou pour les autoroutes, par exemple, ils considèrent toujours que les opérateurs privés doivent toujours faire une marge, assurée, garantie, et qu'ils ne doivent ne prendre aucun risque. Or, vous savez, ce sont ce qu'on appelle des monopoles naturels. C'est qu'en fait, ils opèrent une infrastructure qui est en situation de monopole. C'est une forme d'étatisation, en quelque sorte. Non, c'était pour le coup le programme de la Libération, c'était le programme de Gaulle. Je ne crois pas que De Gaulle était pour l'étatisation de l'économie. Non, c'est même en doctrine libérale. Le monopole naturel, c'est quoi, Monsieur Bourdin? C'est que vous n'allez pas créer 2 réseaux de gaz parallèles, 2 autoroutes parallèles ou 2 canalisations d'eau. Ce serait complètement absurde. Donc, pas de concurrence. Donc, sur les infrastructures et les monopoles naturels, ça n'a pas de sens. Pas de concurrence pour le train, pas de concurrence sur les infrastructures, on est bien d'accord. Oui, non, ça n'a pas de pertinence, ça ne fonctionne pas. Alors pour l'opération du train, pour le rail. Pour le rail, oui, ça peut fonctionner parce que, mais c'est pas. Bon. Non, mais c'est pas l'entretien. Excusez-moi, vous posez une question précise, réponse précise. Il y a d'une part les infrastructures, la construction des rails, leur entretien. C'est d'ailleurs aujourd'hui un monopole naturel. Et après, il y a le fait d'utiliser ces rails. On peut avoir plusieurs opérateurs, mais reste à prouver encore aujourd'hui que dans les conditions actuelles, ça fonctionne pour les Français. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de com, beaucoup de promotion, mais que c'est surtout des gens qui utilisent des entreprises privées qui utilisent les lignes ferroviaires les plus rentables et qui abandonnent les lignes pas rentables. Or, le sens du service public aussi, Monsieur Bourdin, c'est aussi d'assurer un équilibre entre des lignes, par exemple, dans la ruralité qui sont peut-être moins rentables, voire pas rentables, et des lignes très rentables, et on fait un équilibre. C'est aussi comme ça fonctionnait l'électricité, c'est qu'on avait le même prix d'électricité en haute montagne avec un réseau électrique qui est évidemment plus cher à installer et plus cher à entretenir qu'un Parisien qui bénéficiait de l'effet de masse de 10 millions d'habitants. Alors, le prix de l'électricité en France, qui est dans la moyenne européenne, vous sortez du marché européen de l'électricité. Pour être précis, des règles de tarification du marché européen. Des règles libérales. Vous ne sortez pas du marché européen. Non, ça, c'est une caricature de nos adversaires. Le marché européen, c'est qu'il y a une offre et une demande, il y a des échanges chaque jour, il y a des lignes d'électricité. Non, mais par exemple, vous continuez les échanges. Et bien sûr, par exemple, la Suisse et le Royaume-Uni, qui ne sont pas dans l'Union européenne, sont dans le marché européen. Il y a des lignes d'électricité entre la France et la Suisse et la France, et c'est normal. Par contre, les règles de tarification, nous reviendrons à un prix national de l'électricité. Vous avez dit à juste titre, le prix français est dans la moyenne de l'Union européenne. Or, il n'y a aucune raison qu'il soit dans la moyenne de l'Union européenne. Historiquement, nous avons toujours été le plus bas ou l'un des plus bas avec la Suède et l'Autriche qui ont beaucoup d'hydroélectricité. Des prix d'électricité européens, parce que nous avons notre parc nucléaire, nous avons aussi nos barrages. Pareil, on veut régler le sort des barrages. Ça fait 10 ans que les gouvernements n'ont pas pris de décision pour maintenir les barrages dans le service public et ne pas les privatiser, leurs concessions. Et le prix de l'électricité française devrait être 40% moins cher au moins. D'ailleurs, vous avez vu, Monsieur Bourdin, il y a eu un tour de magie. Avant les élections européennes, c'était impossible de baisser le prix de l'électricité, c'était de la démagogie, on mentait aux Français, et hop, comme par miracle, hier, Monsieur Le Maire a annoncé pour la dissolution qu'il baisserait le prix de l'électricité des Français de au moins 15% en février de l'année prochaine, alors qu'au même moment, il va augmenter les taxes sur l'électricité de 5 milliards d'euros le 1er février 2025. Donc il dit tout et son contraire, et en fait ça prouve qu'on disait la vérité avant les élections. Il y a une grande marge de manœuvre pour baisser les prix des Français, des électricités des Français. Vous ne pourrez pas les baisser très vite, les prix d'électricité, parce qu'il faut produire de l'électricité. Mais ça on produit là. Et oui, enfin, on n'en produira pas suffisamment tant que les nouvelles centrales nucléaires ne seront pas en fonction, pas avant 2038. Monsieur Bourdin, il n'y a pas de 2035. Il n'y a pas de nouvelles centrales. 2038. Moi je pense qu'on la première sera en... mais nous, on peut faire mieux. 2038. On fera mieux. Mais si les prix baissent, mais non, mais Monsieur Bourdin, Monsieur Le Maire annonce une baisse l'année prochaine. Donc c'est pas les centrales nucléaires, c'est qu'aujourd'hui, il est possible de produire mieux. Nous produisions à peu près 100 TWh supplémentaires en 2005 qu'aujourd'hui, même sans la centrale de Fessenheim. Donc en fait, il y a une grande marge de manœuvre sur la production de nos centrales. Pourquoi ? Notamment parce qu'en fait, aujourd'hui, à cause des règles européennes et des décisions, on donne priorité à l'électricité éolienne et solaire qui sont rachetées à un tarif supérieur à l'électricité nucléaire, et donc ça fait monter artificiellement les prix. Bien, si vous êtes au pouvoir,
avec Emmanuel Macron comme président de la République, c'est lui qui prendra toutes les décisions concernant l'Ukraine, par exemple. Oui, c'est toutes les décisions, une très grande partie des décisions. Très grande partie des décisions, donc des aides, de nouvelles aides, à la fois financières ça non, ça par exemple, c'est pas lui ça. Ah non, ça c'est le budget de l'État. Ça non. Non, les aides financières, c'est le budget de l'État. Est-ce qu'il faut réduire les aides financières et les aides militaires à l'Ukraine ? Il faut les réduire. En tout cas, les 3 milliards d'euros nous paraissaient excessifs. Et il faut les concentrer sur ce qui peut aider à nos yeux vraiment l'Ukraine. Par exemple, les moyens défensifs. Je rappelle que Jordan Bardella et Marine Le Pen avaient demandé que la sécurité des civils et des infrastructures soit assurée par des moyens militaires français, notamment des boucliers contre les offensives aériennes. À l'époque, tout le petit milieu nous avait dit, mais ce que proposent Marine Le Pen et Jordan Bardella a été déjà fait. Ils n'ont rien compris à la situation. Or, il y a quelques semaines, les infrastructures et Kiev et les civils ont été attaqués parce qu'il n'y a pas assez de moyens de défense. Donc on voit bien que ce que proposait Marine Le Pen et Jordan Bardella a été parfaitement adapté à la situation et que nos adversaires ont menti. Ils n'assurent pas aujourd'hui, par des moyens militaires, la protection des civils et des infrastructures ukrainiennes. Or, vous ne pouvez pas faire la guerre, Monsieur Bourdin, si dans l'arrière-front, vos usines sont attaquées, vos centrales électriques sont détruites, vos raffineries de pétrole sont détruites, ou si vos civils sont terrorisés par des attaques aériennes ou des attaques de missiles. Fin juin débuteront les négociations d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Vous êtes contre. Oui. Si vous gouvernez, vous vous opposerez Emmanuel Macron qui est pour ? Oui, nous opposerons à Emmanuel Macron. Et qui tranchera ? Qui décidera ? Ce sujet, écoutez, ce sera sans doute à la fin les Français par leur vote qui auront dit à Emmanuel Macron qu'ils ne veulent pas de l'élargissement à l'Ukraine. Ceci dit, Monsieur Bourdin, si on suit attentivement les déclarations de Monsieur Macron, il a mis de l'eau dans son vin sur l'adhésion à l'Ukraine parce que maintenant c'est une vague promesse dans beaucoup d'années. Il dit qu'il faut... De toute façon, il faut du temps. Oui, il faut soi-disant ce qu'on appelle l'acquis communautaire. C'est que l'Ukraine s'aligne sur toutes les dispositions de l'Union européenne et en fait c'est renvoyé à la Saint-Glinglin. Et c'est très cynique parce que quand un peuple est en guerre, se bat courageusement, lui faire croire qu'ils vont accéder à l'Union européenne à bref délai, puis en fait dire face à la réalité... Ça, au moins avec vous c'est clair, pas d'adhésion à l'Union européenne. Vous savez, par exemple la Turquie, vous savez ? Oui. Moi, j'ai du respect sincère pour les peuples. Et le fait de balader le peuple turc... Non, mais la Turquie, c'est non. Oui, aujourd'hui, c'est non. Non, aujourd'hui, il y a encore des... écoutez, on verse entre 2 et 3 milliards d'euros à la Turquie d'aide de préadhésion, de programme de préadhésion. Non, pourquoi on aide de l'aide Pourquoi on aide la Turquie ? Il y a le contrôle des migrants. Pour garder les réfugiés, et les réfugiés pour qu'ils ne viennent pas en Europe. Décision commune de Mme Merkel et de M. Hollande, vous avez raison. Mais il y a aussi un programme de préadhésion. Il y a les deux. Vous pourrez vérifier. Donc, balader les peuples, les mentir par hypocrisie, nous on dit la vérité. On ne veut pas que l'Union européenne rentre dans l'Union européenne, ça serait beaucoup trop cher et ça ferait une concurrence impossible à gérer, ça mettrait la guerre par ailleurs au sein de l'Union européenne. Ça ne veut pas dire qu'on est contre un accord d'association, un accord d'amitié, des accords de coopération pour leur aider par exemple à reconstruire leur infrastructure et travailler en commun entre les entreprises françaises et les entreprises ukrainiennes, comme on n'est pas contre un accord de coopération avec la Turquie. Donc, mais c'est une forme de mépris de balader les peuples qui devraient être il faut soutenir l'Ukraine aussi longtemps que possible. Bien sûr. On est bien d'accord. Pas de victoire militaire russe, ni de paix dictée par Vladimir Poutine. On est bien d'accord. Absolument. Il faut donner les moyens de la victoire à l'Ukraine, mais donner les moyens de victoire à l'Ukraine n'implique pas uniquement avec des armes défensives. Non, mais on donne les moyens de victoire à l'Ukraine avec des armes défensives, c'est cela. Hein ? Il faut assurer la défense de l'Ukraine en premier lieu. On lui donne les moyens de la victoire avec des armes défensives. C'est ce que vous dites. Mais oui, mais c'est déjà très important parce que le fait d'assurer les moyens défensifs de l'Ukraine permet à l'Ukraine de concentrer ses efforts de guerre et ses efforts financiers sur son offensive. Tout ça n'est pas contradictoire. On est toujours nos adversaires sont toujours dans la caricature de nos positions. Si vous devez dépenser, je sais pas moi, 50 milliards d'euros dans votre défense et 50 milliards d'euros dans votre offensive, sinon vous êtes dans votre défense, vous libérez mécaniquement la moitié de vos moyens pour assurer l'offensive. Donc tout ça est totalement cohérent. Ce qu'on ne veut pas, c'est que l'armée française ou le gouvernement français se trouve impliqué de manière directe avec la Russie ou que la Russie et les moyens par sa propagande de faire croire que la France est impliquée. C'est-à-dire que le fait qu'on se retrouve impliqué n'est pas forcément objectif, n'est pas forcément de bonne foi, n'est pas forcément lié à l'application stricte du droit international. Monsieur Poutine sait aussi manipuler les faits pour faire croire qu'on pourrait être impliqué. Donc il faut tenir compte de cette réalité du régime de Monsieur Poutine. Et c'est très étrange que nos adversaires dénoncent à juste titre les manipulations, la propagande de Monsieur Poutine sur un certain nombre de sujets et ne voient pas que Monsieur Poutine ne respecte pas forcément le droit international sur l'implication éventuelle de la France. Bien, merci Jean-Philippe Tanguy. Merci à vous réagissez, merci. 0826 300 300. Vous êtes à l'antenne juste après 9h.